On continue donc la suite de ces interviews du coup sur les locaux de XP School et Epitech à Marseille. Donc on a reçu actuellement différents professionnels, que ce soit des responsables pédagogie, des responsables de développement, des intervenants extérieurs qui interviennent aussi bien sur les sites d'XP et de Epitech. On a reçu donc aussi ce matin des étudiants qui nous ont pu leur parler de ce qu'ils faisaient du coup directement à la Web Academy ou dans le parcours de XP School. Et maintenant, on va recevoir du coup Joël. Donc, Joël va se présenter Bon- sur ce qu'il fait du coup à Space School pour commencer. Bonjour. J'ai eu deux choses à faire principalement cette année chez XP School. Je suis arrivé cette année. J'ai commencé à travailler chez XP il y a pratiquement un an tout juste. Et donc j'ai fait une rentrée et ça a été la rentrée notamment de la filière design. Puisque XP a ouvert une filière no-code design pour, pour qu'il y ait, parmi tous ces gens qui font du business dans les métiers du jeu vidéo, avec les métiers du jeu vidéo, qu'il y ait quelques designers de jeux immédiatement avec eux et que parce que c'est aussi une possibilité professionnelle très réelle. Hem, on ne sait pas bien, la proportion de codeurs, de devs, la proportion de designers purs qui peut coexister, ça change selon les studios, ça change selon les politiques et les directions artistiques. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aura toujours besoin des 2 et donc la XP a décidé d'ouvrir une filière. J'ai été le référent, en fait, cette année, ici à Marseille, de la filière design et j'ai aussi été leur prof de narrative design. Voilà. Donc, la filière design, ça s'intègre directement après les 3 premières années XP School. C'est une spécialisation, ça marche comment? Non, c'est une filière à part entière, Ok. c'est-à-dire qu'il y a un bachelor design Mm. avec plus d'heures, donc, et ces heures en plus sont consacrées à l'apprentissage graphique, à l'apprentissage de l'écriture, conception, création d'univers, conception de scénario, chara design, etc. Ok. Et du coup, avant d'intégrer XP School, tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours? Alors, j'en suis à ma 12e ou 13e identité professionnelle. Je suis un ancien conseiller principal d'éducation. J'ai bossé dans 11 établissements différents. J'ai pas fait que ça, j'ai commencé surveillant, c'était au siècle dernier littéralement et donc là, à l'approche de la cinquantaine, j'ai un moment, cessé de travailler parce que j'ai un enfant qui a des besoins spécifiques et on a été obligé de s'arrêter de travailler, sa maman et moi et comme il fallait quand même à un moment donné retourner bosser et que l XP m'a offert vraiment une opportunité extraordinaire, faire, globalement ce que j'aime faire, créer des univers, raconter des histoires et transmettre ça, transmettre les techniques associées et bien du coup j'ai embrayé, cette année. Entre les 2, à la petite semaine, j'ai fait l'assureur, j'ai été courtier indépendant, j'ai mon niveau en assurance. J'ai aussi fait le maroquinier. Je suis certifié maroquinier. Je peux réparer vos sacoches en cuir, hein, voilà, si vous voulez. Ce genre de choses, parce que j'ai eu une grosse activité associative dans ma vie qui s'appelle le jeu de rôle grandeur nature. Ça commence à faire 30 ans, et donc ça fait 30 ans que je fabrique des costumes aussi. Donc, d'où, à un moment donné, la tentative de me lancer là-dessus à mon compte aussi. Et donc j'ai fait tout ça avant d'intégrer XP, surtout CPE, hein, surtout, principalement CPE, mais j'ai fait pas mal de choses. Voilà. Ok, donc, ouais, donc gros background en tant que CPE. Et donc j'imagine que pour être aujourd'hui référent sur la filière design, etc., j'imagine que c'est lié au GN par rapport au jeu de rôle, etc. C'est lié au fait que je crée des scénars, des univers de jeu et des scénars, où je complémente des univers de jeu existants quand il faut les adapter en grandeur nature. Deux mots sur le grandeur nature, c'est le fait de faire de... C'est comme quand si vous étiez dans un MMORPG, mais IRL, tout le monde est en costume, ça dure un week-end entier au moins. Il y en a d'une semaine, il y en a de 15 jours. Et pas en France, hein, ça se passe surtout en Belgique ou en Allemagne quand ça dure aussi longtemps. Et en fait, on joue le même personnage, tant qu'il a encore envie, on joue le même personnage dans un scénario qui est préparé à l'avance et dans lequel on s'intègre en tant que personnage joueur. Voilà, et comme il existe encore des adaptations de Conan, de Game of Thrones, de Warhammer, enfin bref, tous les univers jouables peuvent être adaptés en GN et donc j'ai beaucoup fait ça. Hmm. J'ai beaucoup fait ça.
Ok, donc des adaptations principalement déjà de licences existantes. Mm. Et je suis actuellement en train de pousser l'édition d'un jeu de rôle sur table qui est inspiré d'un jeu de rôle grandeur nature que j'ai animé la première fois en 2014. 8 ans d'écriture, on a été interrompu par le confinement qui nous a empêchés de finir. Et donc, j'édite avec l'association organisatrice au départ du Grandeur Nature en question, j'édite La Geste du Nadir. Là, je vais le sortir cette année, sans doute. Voilà. Ah, chouette. Voilà. Ce sera un jeu de rôle sur table pour que les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de finir de jouer Mm. tout l'arc narratif qui a été préparé, même si on va le faire un de ces quatre, hein, de toute façon, il y a 600 heures d'écriture dessus, il va falloir qu'on les joue. Mais ouais, parce que sinon je vais être en colère toute ma vie après. Mm. Mais le fait est que je voulais produire de quoi permettre à mes joueurs et joueuses de continuer à jouer quand même, si jamais on n'avait plus le droit de jouer. Parce qu'à un moment donné, on s'est posé la question, hein. Est-ce qu'on aura le droit de se rassembler à nouveau? Est-ce qu'on aura le droit de se retrouver à 150, 200 personnes? Voilà, c'était pas sûr, quoi, à un moment C'est donné. sûr que le confinement a mis en dos quand même pas mal de choses, Mm. notamment sur toutes les conventions, les événements justement autour Aussi, ouais. qu'il Mm, peut y avoir autour des rôlistes. mm. Mine de rien, c'est vrai que ça a mis le doute et un peu la pagaille dans pas mal d'organisations, d'associations aussi qui ont fini par périr, quoi, du coup. Et au moment de recommencer, tout le monde, bien entendu, a joué à domicile, c'est-à-dire tout le monde est allé vers l'activité principale qu'il avait juste avant. Donc, en ce qui me concerne, j'ai perdu mon équipe organisationnelle aussi, parce qu'ils se sont tous remis à faire d'abord ce qu'ils faisaient pour eux, c'est bien naturel, hein, tu Mm. vois. Et donc, il y a ça aussi qui a justifié d'écrire encore et de produire du contenu, parce que il faut pas que ça s'arrête dans ma tête. Sinon, il n'y a aucune chance que je le fasse jouer. Il faut, à un moment donné, finir mon histoire initiale, réussir à faire jouer les gens, il faut que j'y aille, quoi. Faut pas que ça me sorte complètement de la tête, jamais. Sinon, ça va plus être possible. Et ouais, non, Voilà, c'est sûr, faut le tenter, quoi. voilà, faut le tenter. Voilà. Du coup, ça me vient en tête un parallèle. Du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui pour faire le lien avec l'insertion, l'emploi, Mhm, etc. La gamification des compétences, c'est mhm. notamment. Et c'est vrai que le jeu de rôle reste quand même l'outil majeur pour ça. Nous, c'est vrai que. C'est une école Mm. en soi. C'est une école, on est obligé de créer on doit participer à une représentation commune. Donc en termes de teamwork, en termes de team building, c'est difficile d'imaginer mieux que justement un objet à imaginer en commun. Cet objet en plus, c'est un objet complexe, c'est une histoire. Dans cette histoire, on a un rôle spécifique à jouer, comme dans des MMORPG où on joue en équipe ou pas RPG d'ailleurs, mais où on joue en équipe et où on a chacun un rôle précis, un personnage précis qui a des compétences précises. On est dans un cadre ludique, exactement en train de travailler les compétences sociales de n'importe quel cadre professionnel en fait, sauf qu'on est en train de s'amuser. Donc effectivement, c'est un peu la base. Voilà. Après, j'irai jusqu'à dire que nous sommes dans une école des métiers du jeu vidéo. Le jeu de rôle, c'est quand même un peu l'ancêtre. Ça part de là, hein, Totalement. pour le dire. Donc c'est bien d'avoir aussi cette culture-là à transmettre, parce qu'avant que ce soit sur un écran, c'était c'était soit sur une table, sur une feuille, ou alors c'était carrément en costume IRL, quoi. Mm. Voilà. Oui, puis le jeu de rôle va encore plus loin que justement son adaptation au format vidéoludique. Parce que le jeu de rôle, il y a quand même cette liberté que le MJ, qu'un jeu, même s'il aura à être le plus open world possible, le plus étendu Ouais. possible, ça reste un univers de conditions, de PNJ, de choses d'un scénario bien établi. Alors que le jeu de rôle permet, même s'il y a du scénar, il y a plein de choses, il y a un facteur hasard, il y a un facteur de liberté, il y a de l'écriture. Film de rien, que même si c'est de l'amusement, écrire, c'est de véritables compétences, Aussi, oui, oui, c'est oui. prise de Ouais, tête ouais, aussi. ouais. Le jeu de rôle, je pense enfin, j'ai un Je, parti pris, hein. je vais paraphraser Astier, les choses intéressantes ne sont pas forcément prises de tête. Hein. Mm. Alexandre Astier qui a fait cette remarque sur un plateau TV, voilà, c'est devenu presque un même internet le truc. Mm. Et justement, comme c'est un jeu, c'est pas prise de tête. Après, oui, si on joue entre contrôlants qui sont des super puristes de l'univers en question, mais justement, il y a plein de façons différentes de s'amuser. Mm. C'est pareil d'ailleurs avec le jeu vidéo. On joue pas, on peut décider de faire une game décontractée ou alors de faire de la compète. Là aussi, c'est pareil. La façon de l'aborder, on est libre. Mm.
Non, c'est sûr que c'est un univers passionnant. Moi, je suis content que ça commence à arriver dans les process de recrutement, Mm. que ce soit même de team building, etc., pour Ah oui, renforcer la cohésion. on peut le marquer sur un CV maintenant. Il y a une époque, oui, C'était tellement où diabolisé. c'était compliqué d'en parler. Ouais. Voilà, ça a eu vraiment, bah, comme le jeu vidéo peut Oui. le connaître à différents moments de l'histoire. C'est vrai que le jeu de rôle a eu vraiment très mauvaise presse à un moment donné, quoi. Ouais, je pense que absolument tout ce qui est nouveau, le Mm, temps de devenir un produit mainstream, mm, en fait, subit le même sort, en mm, fait, subit le même sort. mm. Voilà, donc le jeu de rôle n'y a pas échappé, le jeu vidéo n'y échappe pas non plus, ça va passer, Mm. ça va passer. La preuve, on continue à jouer. C'est ça. Après, peut-être que je suis trop jeune pour me rendre compte, mais je me demande si le théâtre, vraiment des choses qui sont considérées comme un rang d'art, ont vécu la même chose. Au Moyen Âge, il y a eu une période où l'art était considéré comme apostat. Mm, Parce que bon, c'est toujours pareil, si on demande à la religion dominante, quel que soit le pays et quelle que soit l'époque, il y a toujours un truc qui est interdit. Et en l'occurrence, le théâtre, ça a mis vraiment, allez, 1000 ans, 1500 ans, à devenir un art de rue ou un art reconnu. Ça a été systématiquement sous le joug soit des têtes couronnées, soit il y avait au Moyen Âge, pardon, hein, mais c'était une de mes spécialités pendant mes études, donc du coup, je suis mm, légèrement documenté sur la question. Les mystères médiévaux étaient carrément des pièces commandées par l'Église pour mettre en scène des parties de la Genèse, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et donc, ce qui est certain, c'est que faire semblant, le théâtre, la poésie, le roman, tous les arts qui ont comme première méthode de copier le réel, donc mm. le jeu de rôle, le jeu vidéo, ça n'y échappe pas en fait. Totalement. Ils ont tous cette vocation pédagogique intrinsèque. C'est dedans. Si on est en train de faire semblant, en fait, on est en train de s'entraîner. Mm, Et donc, si on est en train de s'entraîner, on est en train d'apprendre quelque chose. mm. Et donc, le faire semblant, Winnicott en parle très bien, c'est le psychologue qui a théorisé le doudou, Mm. l'objet transitionnel doudou. Mais pas juste ça, il a aussi parlé, notamment, notamment dans un bouquin qui s'appelle Le jeu, l'espace potentiel de création. Ça, bon, ça date des années, il date de 75 ou 73. Mm. Là-dedans, il a théorisé à quel point jouer est le vecteur, le moyen, le chemin d'apprentissage favori, en fait. Quoi, Mm. quel que soit l'âge, parce que bien entendu, lui, il s'est surtout intéressé aux enfants, mais là, c'est certain, on s'assied à une table, on allume le PC, on met un costume, on va engager des compétences, on les a peut-être déjà, on les a peut-être pas encore, mais on va engager des choses et on va faire semblant. Pendant qu'on fait semblant, bah, c'est gratuit, il n'y a pas vraiment de conséquences, sauf que le jour où il faudra arrêter de faire semblant, bah, du coup, on aura déjà une expérience, en Mm. fait. Voilà. Oui, puis c'est déjà un capital, ouais, du coup, qui est acquis et qu'aujourd'hui on peut transférer quand même de plus en plus facilement, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, mine de rien, on arrive à une génération de recruteurs, bah, qui sont aussi peut-être des joueurs, etc. On le voit, le jeu vidéo, tu parlais de Winnicott, donc c'était adapté où il n'y avait pas encore tous les usages vidéoludiques. Aujourd'hui, on a la même chose avec Tisseron, par Ouais, exemple, oui, qui a fait vraiment des écrits super intéressants sur comment adapter du coup le jeu vidéo, enfin l'écran même selon l'âge de l'enfant, et surtout le fait d'impliquer le parent, en fait, de oui. l'accompagner de façon active, pas juste que le parent soit spectateur de son enfant qui joue. Et c'est vrai que dans les relations parent-enfant, ça amène à des choses géniales, parce que du coup, l'enfant vient celui qui vient transmettre des choses à ses parents, et la co-construction est vraiment géniale, quoi. L'objet transitionnel qui n'est pas inerte, l'objet transitionnel interactif, c'est un progrès. On n'a pas fini de cerner. Hmm. On n'a pas fini de cerner les possibilités. Et donc, bien entendu, il faut au passage éviter d'écouter, enfin, d'admettre la diabolisation de l'objet Hmm. avant qu'on ait fini d'explorer tout ce qui est possible de faire avec. Hmm. Ouais. Mm. Ok, bon. Du coup, pour refaire un petit parallèle du coup avec eSpace School, etc., parce qu'on va bientôt clore du coup cette interview, est-ce que tu aurais un conseil du coup pour des futurs apprenants, des gens qui sont en recherche d'emploi ou de construction de parcours professionnels, qui seraient intéressés par les métiers, que ce soit en général, que ce soit propre high school autour du commerce, de l'e-sport, même si du coup du design, vu que c'est quelque chose que tu as les compétences pour en parler. Alors, notamment en matière de design, mais c'est vrai pour tout, je pense, dans la vie, il faut se pré-documenter.
on est toujours un peu interdit, on est toujours un peu dans une situation compliquée quand on doit évaluer un candidat, quel que soit le type de candidature qui est Mm. posé, que ce soit pour un job, une place dans une école, que ce soit un oral de concours, etc. Euh, on est toujours, si on a besoin de, de vérifier si ce qui est dit est sourcé, on a déjà un problème. Le déficit majeur, c'est aujourd'hui un déficit de documentation. On a des gens passionnés devant nous, la plupart du temps, mais la plupart du temps, ils ne sont pas spécialistes de leur sujet, même juste en termes de connaissances et de documentation. Ce serait bien. Ce serait Mm. bien parce que ça prouve l'investissement. Il y en a pas d'autre en fait. Au moment où on rencontre les gens, il n'y a pas d'autre preuve d'investissement que ce que l'individu en face de nous sait déjà. Mm. Donc la situation extraordinaire, c'est quand il en sait plus que nous. Mm. Voilà. C'est rare. C'est vraiment très rare parce que tout le monde se dépêche de performer et souvent on oublie de consolider en fait Mm. en cours de route, de vérifier les informations, d'aller croiser les informations, hein, parce que on se contente tellement souvent de quelqu'un qui est d'accord avec nous ou avec nos intuitions. On ne va pas chercher la contradiction et du Mm. coup à l'âge adulte ça fait des gens aussi des fois qui la supportent mal. Mm. Parce qu'en fait, on a toujours été là à se conforter dans nos idées immédiates, dans nos instincts immédiats. Si à un moment donné, on va vraiment chercher de l'information, d'abord on est plus riche, beaucoup plus riche, et ensuite on est beaucoup plus solide. Parce que on a peut-être rencontré sur le chemin des propos, des gens qui nous contredisent, ou qui contredisent nos envies, nos idées a priori, et au moins, on aura eu l'occasion d'argumenter contre. On aura eu l'occasion de se construire aussi. Alors que, voilà, ce qui se passe, c'est que souvent, passé la vingtaine, on se retrouve avec en face de nous, quel que soit le contexte, des gens qui n'ont pas les réflexes de documentation. Ça fait partie des premières choses que j'ai forcé à faire, que j'ai voulu voir apparaître chez mes élèves de design, chez mes étudiants de design, parce que non, non, ça va pas se faire tout seul. Et surtout, on ne crée rien à partir de rien. On est obligé de savoir déjà quelque chose. On est en train de parler de JDR là 2 secondes plus tôt. Mm. On l'a expérimenté. Si on avait juste lu un article sur le sujet, on n'aurait pas eu cette discussion, on l'aurait pas évoqué, on n'aurait rien à dire. À un moment donné, il faut construire la référence. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et puis ça peut même être. Voilà. Donc mon conseil, Mm. c'est se documenter avant d'avoir à prouver ce qu'on sait faire. Parce que comme ça, on sait faire. Mm. Puis ça fait partie de la Tu vois. culture, c'est tout un background qui peut être utile et à plein de domaines au Mm. final. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Joël. Avec plaisir, merci à toi. Mm. Du coup, ben, on va clôturer cette interview, ce qui semble être, je pense, la dernière de la journée. À suivre, donc du coup, en parallèle, on va aller voir ce qui se passe sur le hackathon. D'ici quelques heures, on va avoir du coup le final avec du coup le jury qui va se mettre en place pour pouvoir délibérer sur les différentes présentations des étudiants. Naturellement, on vous montrera un petit peu tout ça sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, etc. Pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui a été créé par les étudiants et lors de ces 2 journées du coup chez XP School et Epitech. À bientôt.